Salut la BMC Family. Aujourd'hui, un épisode un petit peu spécial, en infériorité numérique, mais qui vaut le détour. Seb m'a attrapé en 1 contre 1. Je peux vous dire qu'il m'a cuisiné. On s'est étalé sur le poste de gardien de but et sur le mindset qui va avec. Ça en a découlé d'une super conversation. Et Seb était dans son élément aussi bien que moi. On a parlé gardien, mindset et résilience. Dites-nous ce que vous en pensez. Et à très très vite sur l'épisode. Pour ma part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, j'étais fou. Alors mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, aka Baby Bass, et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci, aka Ricky Friandise, et de Quentin Westberg, aka Q, l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps. BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. Mais il y a des fois où on se sent un peu, comment dire, en infériorité numérique. Il y a des fois, on perd des éléments, etc. Donc, voilà, ça bouge pas, mais ça a bougé un petit peu. C'est bizarre. Q, c'est comment? On est là, mon gars, un podcast aux chandelles. Ah, Un podcast aux chandelles. exactement. C'est donc ça bouge pas, mais ça bouge. Non, on est notre gars Ricky et comme on vous le dit tous les épisodes, très demandé. Il a des obligations un peu à droite à gauche, mais comme nous, comme on le dit souvent aussi, c'est notre thérapie à nous aussi. Hein, on est des go-getters, comme dirait mon gars dans dans son coaching. Donc voilà, du contenu, du plaisir, et puis voilà, un podcast aux chandelles. Un podcast aux chandelles de ATL où, voilà, dans une semaine, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, avec un nouveau coach qui n'en est pas un nouveau, mais qui a ajouté le coach assistant a repris les rênes, et il y a un nouvel assistant qui est arrivé, anglais, Carl Robinson, je crois. Je sais pas si ça te parle. Robinson, il y en a beaucoup ici. Ouais, de Robinson, c'est Robinson, c'est Dupont, c'est Camara, c'est Sissoko, c'est Young, c'est ouais, il y en a beaucoup, c'est Smith, mais non, bref, c'est ce genre de vibe où t'as beaucoup de bonne volonté, mais est-ce que ça suffit? Est-ce que après tu fais tout comme il faut? L'esprit est là maintenant. La vérité du week-end nous en dira plus. Donc voilà, Houston ce week-end avec mon gars. Toi, ça dit quoi, London? Moi, London, bah, là, au moment où on tourne, c'est mon dernier jour. C'est mon dernier jour à London. Après, je m'en vais. Après, je m'en vais direction Deutschland, Germany, l'Allemagne. Donc, ça va être c'est bizarre, encore une fois, tu vois. Tu vois, là, je suis là, on tourne, et je me dis, Tain, il faut que je finisse mes affaires. Je pars en voyage. Je vais pas te mentir, j'ai un peu, pas le pied sur le frein, mais voilà, je sais que ça va être bien. Je sais que ça va être bien, et tout, il y a pas de souci. Mais quand même, tu vois, j'ai ce petit truc, je me dis, ah, Seb, tu pars là, tu pars un moment, tu pars long, tu sais pas, tu vois, ça. T'as l'impression d'abandonner la famille. Ouais, Je vois exactement ce que tu veux dire. C'est chaque jour un peu plus quand tes responsabilités et que t'accordes énormément de valeur à ton rôle au sein de ta famille et que c'est ta priorité. Quand tu pars pour un mois, ça fait super bizarre. tu vois, ce matin, pour te dire, soit le matin, soit c'est madame qui les amène à l'école, soit c'est moi, ça dépend, tu vois. Et Tu t'es bagarré ce matin. non, non, je me suis bagarré fort. Et j'ai eu du mal à descendre à cause de ma hanche, tu vois. À un moment donné, j'étais réveillé, mais je faisais mes exercices un peu. Et je regarde l'heure et je vois qu'ils vont partir. Tu vois, ils vont partir à l'école.
Et j'ai bombardé, j'ai mis un short et tout, tac, tac, tac. J'ai dit, attends, vas-y, on y va tous, on y va tous. Il m'a dit, wesh, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, non, 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 non. Et j'ai dit, c'est mon dernier jour avant de partir un mois pour les amener à l'école. Donc, tu vois, comme je pars demain, je me suis dit, non, 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 il faut que je sois là. Et avant, jamais j'aurais pensé comme ça. Avant, là, j'aurais dit, eh, vas-y, je pars mais 3 mois, 2 mois. J'étais dans une autre mentalité. Mais aujourd'hui, donc, tu vois, c'est un peu beaucoup différent. Donc, oui, j'ai l'impression de, tu vois, la team, ah, on va rien te dire, parce que on ne dit rien, on en a discuté et tout. Mais au fond de toi, dans ton fort intérieur, il y a un petit goût de, tu vois, bizarre. Et c'est pour ça que quand tu vas taffer, une fois que je vais arriver, ah non, là j'arrive en mode soldat, je suis là pour tuer, dans le sens où je suis là pour exécuter, exécuter, execution is worship. Je peux pas avoir quitté chez moi pour venir faire les choses à moitié. Tu vois, arriver là-bas, il faut délivrer, vraiment, il faut délivrer de la qualité. Donc c'est comme ça que je me prépare mentalement. À London, j'ai plus qu'une béquille. J'étais voir mon chirurgien, il m'a libéré d'une béquille. Il m'a libéré d'une béquille. Il m'a dit, bon, allez, là, il va falloir commencer un peu de la rééduque. Parce qu'il m'a vu, dinguerie, après, il m'a dit, monte sur la table. Il me dit, monte sur la table. Et moi, j'ai pris des habitudes depuis un certain nombre d'années. Donc, je monte sur la table. Dans ma tête, je suis encore bloqué, handicapé dans ma tête. Il me dit, monte sur la table, je monte. Et en fait, tu sais, j'ai mal à l'aine aussi, ça me sert. Et moi, j'ai pris l'habitude de soulever ma jambe avec ma main. Parce qu'il n'y a plus de connexion. Donc, au niveau de l'aine, ça bloque, ça passe pas. Et donc, je prends ma jambe comme ça, je la lève, je la mets sur la table. Et il me dit, mais attends, recommence, recommence, recommence. Il me dit, recommence. Il m'a vu faire. Il me dit, recommence. Et là, il voit il me dit, enlève ta main. Enlève ta main. Et là, en fait, je me vois naturellement mettre la main en dessous et lever ma jambe. Il me dit, enlève ta main. Tu peux le faire sans ta main. Et je vois, ça bloque un peu. Après, je force. Il me dit, je dis, ouais, c'est comme pour ma chaussette. Je ne sais plus comment mettre ma chaussette. Muscle memory, ouais, c'est je sais pas le mot en français, mémoire musculaire, je sais pas. C'est ton corps est tellement habitué que c'est automatique, même réparé. Ouais, je sais plus, même réparer maintenant, il va falloir. Et en fait, la rééducation, elle se situe à ce niveau-là, de vraiment réapprendre à marcher correctement, pas marcher en boitillant ou marcher un peu comme quelqu'un qui est déséquilibré, marcher normalement. Et ça, mon cerveau, il a oublié. Non, c'est même pas réapprendre, c'est désapprendre. Dés- Tu vois, c'est comme dans le développement personnel. Tu désapprends quelque chose en croyant que c'est une vérité qui n'est plus, tu vois. Et ouais, effectivement, je vois très très bien ce que tu veux dire. Et là, pour le coup, et pour tous ceux qui nous écoutent et qui me connaissent bien, ça, c'est dur. Tu vois, pour le coup, j'ai pas peur de tout ce qui est douloureux, d'aller faire de la rééduque d'une manière ou d'une autre. On est habitué d'une manière, tu vois, en quelque sorte. Mais ça, pour moi, c'est un truc sur lequel, tu vois, limite, j'ai pas de contrôle. Ma force physique ou ma détermination, quand je sais plus faire, je sais plus faire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je suis là. Quand le jour où j'ai voulu remettre ma chaussette la première fois et je savais que je pouvais, avec un peu de force, plier ma hanche, je suis arrivé, j'ai pris, et ça, comme si j'avais eu Alzheimer. Ah, on fait comment? On fait comment? Oh, ça m'a fait flipper. Je dis la vérité, ça m'a fait flipper. Et c'est ça que j'ai découvert aujourd'hui dans ce niveau de blessure, dans ce genre de blessure. Alors, c'est peut-être à cet âge-là, je sais pas, après autant d'années de wear and tear, que je me suis dit, ah ouais, en fait, mon challenge à moi, là, il va se trouver à ce niveau-là. C'est pas le fait de faire tant d'heures de je ne sais quoi, avoir mal, ça, c'est pas grave. Ça, là, ça va être challengeant. C'est ce que vulgairement on appelle le vieillissement. Quand tu dis, là, j'avais juste envie de te dire, t'es un vieillard, mais au final, c'est ça. Tu sais, quand tu prends une habitude de faire quelque chose, désapprendre, c'est la chose la plus dure parce que tu te dis, et on a grandi dans cet environnement. T'as changé, toi. T'as changé. Du style, il faut pas changer. Tu sais? Parce qu'on est comme ça, on est dans un truc où quand t'as une habitude, ensuite, c'est difficile de la changer et c'est soit tu te braques et tu te dis, j'ai toujours été comme ça, je reste comme ça, ou bien tu te dis, non, vas-y, je suis dans le changement perpétuel, je désapprends cette mauvaise habitude ou cette habitude, mais parce que tu sais qu'elle te sert plus ou qu'il faut que tu la changes. Et désapprendre, c'est super challengeant. Désapprendre l'idée de se dire, je joue pas, j'ai la haine. Tu te dis comment tu peux l'utiliser à ton avantage par d'autres moyens, c'est super compliqué aussi. Quand ton ego, il t'a emmené, on en a parlé dans le podcast de l'ego, quand ton ego, il t'a ouvert tellement de portes, quand est-ce que tu désapprends qu'ensuite il va te coûter très très cher à un moment donné? Tu vois? Quand est-ce? Et comment tu fais si tu arrives à le faire?
si tu arrives, et je pense que, tu sais, sincèrement, les gens, ils pensent, quand ils regardent les carrières des joueurs, ils ont toujours une unité de mesure sur pourquoi lui c'est un grand joueur, pourquoi lui c'est un bon joueur, pourquoi lui il a fait une carrière, pourquoi il n'a pas fait de carrière, qui est propre à eux et qui est classique. Pour moi, elle est classique. Là, moi, quand j'écoute les gens, ils disent ouais, lui il a fait ci, il a fait ça. Mais là, ce que tu viens de dire, par exemple, c'est c'est quelque chose qui n'est pas assez dit, ou peut-être que pas, les gens ne sont pas assez au courant. Parce que pour moi, ça fait partie des prérequis ou de ce qui va faire en sorte que tu peux être un grand joueur, ou quelqu'un qui dure ou pas, par exemple. Tu vois, parce que cette capacité à désapprendre certaines choses, les gens, ils en parlent très peu. Il y a beaucoup de gens qui vont pas, pas comprendre ça. Tu as grandi d'une certaine manière, tu as été éduqué, je sais pas, éduqué, formé. Maintenant, en fonction de là où tu es, est-ce que tu es capable de désapprendre certaines choses? Parce que comme tu as dit, ça ne te sert plus pour le reste de ta carrière. Ça t'a servi, ça t'a amené jusque-là. Mais ce qui va t'amener de l'autre côté, c'est pas ça. Je dis souvent que, il faut que je traduise en français, ce qui t'a amené ici n'est pas forcément ce qui va t'amener là-bas. C'est-à-dire ce qui t'a servi. Et moi, j'en suis la preuve vivante. Aujourd'hui, quand on parlait de colère, de rage, tu vois, d'ego, peut-être à un moment donné, ça t'a servi à arriver jusqu'à un certain niveau. Et à un moment donné, est-ce que tu es capable d'appuyer sur pause et te dire attends, réellement, est-ce que là, maintenant, c'est pas le moment pour moi de lâcher et de prendre autre chose? Et est-ce que j'ai la capacité, on va dire, allez, même, on va dire intellectuelle, psychologique, émotionnelle, pour pouvoir le faire? Parce que c'est pas tout le monde qui peut vraiment désapprendre un truc, lâcher ce qui t'a amené, ce que tu penses qui t'a amené très haut. Non, t'es fou. C'est... On en parlait. Le mec qui met un triplé, le jour où il mange blanc de poulet pâtes, il va s'imaginer que c'est le blanc de poulet et les pâtes qui l'ont autorisé à marquer, enfin, tu vois, qui ont fait qu'il a marqué. Comment tu désapprends toutes ces fausses croyances, tu vois, toutes ces croyances, tu sais, en fait, qui rétrécissent ton champ des possibilités. C'est super dur. Le nombre de fois où tu as des mecs, ils ont des superstitions incroyables dans le foot, tu comprends? Ça aussi, ça fait partie du processus des apprentissages, à savoir, je sors d'une espèce de zone de confort, faire ma sieste. Qu'est-ce qui se passe le jour où tu n'arrives pas à dormir? Il se passe quoi? Tu fais un match pourri? T'es pas entraîné? T'es aussi faible dans la tête de te dire que c'est grâce à ta sieste, ton blanc de poulet et tes pâtes que tu vas faire un bon match? C'est une dinguerie. Mais tu sais, pour revenir sur le thème que je voulais, enfin, le thème, la discussion que je voulais avoir avec toi, tout à l'heure, tu as dit un truc, tu as dit, ouais, quand tu joues pas, comment tu désapprends, tu as dit un truc par rapport à ça. Et en fait, là où moi, je voulais te demander, parce que c'est le face-à-face, là, tu vois, on est face, là, c'est bien, c'est face-à-face, le podcast aux chandelles, c'est cette année, t'as pas joué une seule minute, comme tu l'as dit. T'as pas joué une seule minute. Et aujourd'hui, tout le monde le voit, et je le dis, hein, tout le monde me dit, Quentin, franchement, au niveau de la mentalité, il m'a dit, c'est un ovni, le mec. Et les gens, ils sont pas habitués à entendre un joueur de foot de haut niveau. Vraiment, je pense, avoir la mentalité que tu peux avoir aujourd'hui. Mais t'as pas joué une seule minute. Je voulais te ramener un peu dans ta carrière, ta vie. Comment, comment t'as appréhendé ou appris cette spécificité du poste de gardien de but? Parce que on a parlé de la concurrence, on a parlé de plein de choses, mais la spécificité, là, on n'est qu'un contre un. Là, le poste de gardien, on dit toujours que c'est un poste super spécial et c'est spécifique et vous faites des spécifiques. Mais qu'est-ce que t'aimes dans la spécificité du poste de gardien? Parce que j'ai vu un mec, ton jumeau, Le Tellier, qui quitte le PSG, tu vois. Et, et chaque fois, je fais des comparaisons. Je me dis, attends, Q, cette année, il n'a pas joué une seule minute. Il a le comportement qu'il a, qui, je connais, le professeur, moi, ça ne me surprend pas, mais quand même, comment il vit cette mise à l'écart à tous les côtés? Comment il l'a vécu? Comment il en est arrivé là? Et surtout, qu'est-ce qui fait que vous aimez être gardien, être tant à l'écart? Comment vous vivez ça au quotidien? Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, il n'y a pas Ricky, il n'y a personne. Moi, ça m'intéresse et je sais que beaucoup de personnes veulent comprendre réellement les réels dessous du poste de gardien dans votre concurrence à 3. On a la veille de l'Euro. Tu vois, il y a des gens, ils vont arriver dans les grandes compétitions. Il y a le troisième gardien. Et enfin, ça se passe comment chez vous? La parole est à toi, et le professeur. Mais masterclass, c'est parti. Ah, c'est compliqué parce que là, tu me parles d'un poste, mais dans ma tête, je suis autant gardien que joueur. Tu comprends? Et depuis toujours.
Et c'est peut-être ce qui explique que je suis encore là maintenant et que, certes, il y a un côté très frustrant à pas vivre l'adrénaline du week-end, mais de l'autre côté, tu te rattaches à des moments dans les entraînements, des moments de connexion. Moi, j'ai l'impression de devoir connecter avec les joueurs qui sont autour de moi. Je sais qu'il y a énormément de gardiens. Au fil du temps, j'en ai rencontré plein. Ils n'en ont rien à faire de connecter avec les gens devant eux. Ils veulent défendre le but et survivre. T'as capté? Et c'est un mindset que j'aurais dû avoir à certains moments. Des fois, quand tu rentres, Bon. tu peux pas tout changer, donc tu défends quand tu dois marquer des points, quand tu dois, on te donne une chance de jouer, par exemple, qu'il y ait une blessure, que tu sois remplaçant, ou bien même quand tu es titulaire, mais que l'équipe traverse une période un peu plus difficile. À un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Tu gardes le ballon en dehors du but. Tu sais, tu t'éloignes le ballon du but au final. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que moi, j'ai cette vision du poste depuis tout petit, et c'est sans doute grandement dû à Claire aussi, qu'en fait, dégager le ballon, c'est le perdre. Alors pourquoi le rendre à chaque fois que tu le touches? Déjà, tu sais, c'est une première chose. Ensuite, on a grandi dans ce truc de tu t'en prends soin du ballon à Claire. Tu le ramènes dans ta chambre, tu fais des conduites de balle avant tous les échauffements. On était dans pas mal d'exercices de conservation. On était toujours avec vous. Donc c'était un truc. Pendant un moment, c'était tu cours moins quand t'as le ballon. Tu cours, certes, mais défendre, c'est beaucoup plus relou qu'attaquer, qu'être en contrôle. Donc déjà, à Clerf, j'ai compris la valeur de la possession. Et ensuite, tu sais aussi bien que moi, on était 3 gardiens. Le gardien qui jouait pas, il était milieu droit. Il jouait sur le champ. Et on était aussi content d'être le joueur qui jouait que le mec dans les buts. Tu vois, on était, ah non, là, c'est à moi, tu lâchais pas ton jour de milieu droit pour retourner dans le but. C'était, ah non, je m'en fiche que t'aies mal au doigt. Tu restes dans le but, moi je vais, tu vois. Et c'était un truc où on kiffait aussi. Pourquoi? Parce que d'une part, on est des footballeurs. Enfin, en tout cas, moi, je me vois comme ça. Et de l'autre, parce qu'en fait, t'apprends énormément. Tu sais ce que c'est que d'être fatigué, d'avoir tellement couru qu'une passe facile, le ballon, il passe au-dessus de ton pied, il sort en touche et t'as les gens, mais vas-y, toi aussi, arrête de perdre la balle. Tu comprends? Et qu'ensuite, dans ton poste, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, en fait, t'as un peu plus de mesure. Quand t'es derrière toi, que t'es pas fatigué physiquement et que t'es juste, allez, fais l'effort. Comment tu vas dire à quelqu'un de faire l'effort quand toi-même, tu sais pas ce que c'est que de faire cet effort? Alors que ça, c'est des choses, avec le temps, je l'ai vécu. Tu comprends? Donc, c'est un truc où, déjà, d'emblée, je pense que je vois le poste relativement différemment de 60, 70%, peut-être un peu moins maintenant, parce que ce qui fait que je suis encore là, c'est sans doute l'évolution de poste de gardien de but, à savoir la participation, jouer haut, beaucoup toucher le ballon au pied, l'organisation. C'est quelque chose que j'ai toujours eu moi, qui m'a pas servi les 5-10 premières années de ma carrière professionnelle, mais qui maintenant est très regardé et attendu chez le poste de gardien. Donc du coup, ça m'a permis de durer dans le temps. Et qu'est-ce qui m'a permis aussi de durer dans le temps? C'est que, on va se le dire, dans mes 4 premières années professionnelles à 3, j'ai joué en moyenne entre 5 et 10 matchs par an, dont la moitié de ces matchs en coupe. Tu connais les matchs de coupe? C'est un peu, tiens, vas-y, tu vois, on fait tourner. Si tu arrives à survivre, à passer un tour avec les remplaçants, un deuxième tour avec les remplaçants, le troisième tour, c'est là que ça commence à être marrant, tu vois. Et c'est là où, voilà, tu sais, t'apprends, mais et j'en parlais il y a pas longtemps tout à l'heure, la patience. Pendant longtemps, être patient, c'était un peu genre un aveu de faiblesse. Tu sais, jusqu'à récemment, les gens te parlent des vertus de la patience, des vertus de l'échec. Mais quand on avait 20 ans, soit je les entendais pas, ces gens-là, soit ils n'existaient pas. Tu vois ce que je veux dire? C'était, non, il faut que tu te donnes à fond, non, il faut tout tenter, le tout pour le tout, il faut que tu tentes ta chance, il faut que tu aies du caractère. Et moi, c'est un truc, j'ai toujours eu la foi en la patience, le travail, ces vertus-là. C'est marrant parce que c'est mon thème de la semaine. Cette semaine, mon thème de la semaine, chaque semaine, j'ai un thème sur les réseaux et c'est la patience, tu vois. Et je décortique un peu ce que c'est, pourquoi la patience c'est dur et pas simplement dire aux gens il faut être patient. Il faut expliquer, il faut donner plus de contexte. Pourquoi et comment la patience elle est accessible à tous. Et moi, je suis quelqu'un de base qui n'était pas patient. Mais c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu dis. Ouais, en fait, t'es un ovni. En fait, toi, t'es un ovni à beaucoup de niveaux. Hein, à beaucoup de niveaux. Parce qu'aujourd'hui, et j'en connais du monde, on en connaît du monde, même à ton âge, avec toute l'expérience que tu as,
est-ce que tu as conscience que, surtout en tant que gardien de but, ta manière d'agir et de penser aujourd'hui, elle n'est pas commune. Ouais, c'est pas commun. Ton mindset, là, il n'est pas commun et que vraiment, c'est vraiment le fruit d'une patience et d'une maturité qui est extraordinaire. Est-ce que c'est propre aux gardiens de but? Qu'on dit les gardiens, ils sont, comme vous êtes à l'écart, est-ce que vous avez une manière de, je sais pas, de vivre ensemble qui vous permet peut-être aujourd'hui d'être vraiment un type de joueur à part et ça se voit dans votre comportement, dans votre manière, dans votre leadership peut-être au niveau de l'équipe? Je sais pas trop. Franchement, je sais pas trop. Je dirais que, à pas mal d'égards, l'attaquant ressemble beaucoup au numéro 9. Tu sais, C'est quoi, et encore plus maintenant, l'attaquant ressemble beaucoup. ouais, l'attaquant et le gardien, les comportements sont un peu les mêmes. Tu as celui qui marque les yeux fermés, qui marque tout le temps, et tu as le gardien qui fait les arrêts où tout semble facile. Tu comprends? Sur une période de temps assez courte. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu vois la vraie personnalité du gardien, et moi, au fil de ma carrière, j'ai toujours voulu avoir ce comportement d'aide, presque de la compassion, parce que je sais combien c'est dur quand c'est dur. Tu vois? Je sais combien tu vas prendre des buts que tu prendrais jamais de la vie, mais toujours quand tu es dans une spirale négative, là, il y a des fois où le ballon il va être dévié d'une certaine manière, ça, tu vas avoir l'air con, tu peux pas faire grand-chose, mais tu as l'air encore plus con, tu vois? Parce que il y a cette espèce de spirale psychologique, la spirale négative que tu n'arrives pas à enrayer. Et c'est dans ces moments-là, des fois, back to basics, tu vois? Il faudrait pouvoir réussir à repartir de zéro et faire du très très simple, à savoir, le ballon il doit rester en dehors du but, basta. Sauf que moi, et je lève la main, je suis coupable. Mais avec le temps, j'ai appris à assumer cette culpabilité. En fait, j'ai pas envie de faire les choses à moitié, j'ai pas envie de faire des choses au hasard et j'ai pas envie de survivre. Je pense que la communication, je pense que l'organisation, c'est hyper important. Et que, effectivement, amener tout le monde avec toi et de construire une unité défensive au début, qui devient ensuite globale, c'est hyper, hyper important. Et c'est ce qui fait tous les succès que j'ai rencontrés avec les équipes. On avait cette connexion, en fait, cette compréhension où on pouvait aller à l'extérieur, à domicile, il pouvait faire froid, il pouvait faire chaud, le stade pouvait être rempli, le stade pouvait être vide. On avait cette espèce de connexion où on savait qui allait être où et qu'on avait développé des automatismes qui étaient, en fait, c'est là que tu kiffes vraiment dans le football. C'est là que tu kiffes vraiment quand, les yeux fermés, tu sais ce que l'autre va faire et qu'après, c'est un petit peu comme les bonnes équipes. Après, tu espères qu'à chaque équipe dans laquelle tu vas jouer, tu vas retrouver ce sentiment. Parce qu'en plus, c'est même pas le fruit du hasard. C'est souvent avec ces équipes que tu fais des bons parcours. Alors des fois, ouais, le Real Madrid va gagner des Ligues des Champions, mais il y a rien de mal à faire des montées de nationales en Ligue 2, de Ligue 2 en Ligue 1, des super parcours en coupe. Tu sais, jouer l'Europa League conférence maintenant, tu vois, ou je sais pas, mais juste être un club comme Brest, tu vois, Brest cette année, l'année prochaine, il y a de fortes chances qu'ils galèrent. Mais ce qu'ils ont vécu cette année, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui réalise la folie et ce que ce groupe a partagé. Et combien pendant des années, ça va être que eux entre eux, mais ils vont se dire, ouais, le Brest de 2024, incroyable, comme Lens l'année dernière. Tu vois, Lens, les mecs, ils mettent sur leur réseau. Moi, je connais un joueur de leur équipe. Quand il y a eu le mot d'au revoir du coach, tu sais, sur les réseaux sociaux du club, il l'a posté, il a mis des cœurs. Mais dans quel autre club ou dans quelle autre aventure humaine, t'as un mec qui met le post du club disant merci au coach et il met un cœur. Et le gars, tu sais qu'il en a rien à faire, il sait ce qu'il a vécu, tu vois. Et c'est ce genre de moment, et c'est vers ça que tu te dis, ouais, quand ton ego n'est pas du tout satisfait, quand tu vois que tu ne vas pas voyager ou que tu vois que t'es pas dans le groupe ou un truc comme ça, tu te dis, tu te raccroches à quoi? Ton ego ou ce que les gens pensent de toi ou de l'extérieur, ouais, il joue pas, haha, tu vois. C'est toujours facile de se régaler du malheur d'un autre parce qu'en fait, on va tous y être exposés. Il y a une date d'arrêt au foot, en fait, tu vois. Il y a une date d'arrêt à notre carrière de joueur. Et c'est là où moi je réalise, là où je sais que je suis un petit peu différent, c'est que maintenant la manière dont je grandis, c'est tout ce que j'apprends encore, la manière dont j'aborde chaque année, j'apprends tellement et je me raccroche tellement à des choses simples. Le poste de troisième gardien, t'en parlais, c'est un peu le poste ingrat où tu dois rester avec les attaquants à la fin des entraînements et tout, machin. Qu'est-ce qui me fait kiffer moi dans le foot? Les beaux terrains et les terrains arrosés. Tu sais quoi? Non mais je rigole pas. Seb, le jardinier maintenant, il reste tout l'entraînement pour qu'à la fin de l'entraînement, si on fait des extras, je puisse lui faire
arrose le terrain. Moi, je le vends au coach comme ça améliore la qualité et en match, tu sais, les terrains sont arrosés et tout. Mais moi, surtout, mais je me régale. Déjà, ça traumatise moins mon corps parce que quand tu plonges sur un terrain sec et tout, à la fin de l'entraînement, qu'il a fait chaud, là, il fait des 30-35 degrés. Mais quand ça arrose, il fait tellement chaud que ça te rafraîchit un petit peu et que tu glisses, nanani, il y a un ballon en profondeur, boum, tu défonces tout le monde. Moi, j'en arrive encore à ces moments-là. Je me rappellerai toujours, j'avais envoyé à Brian, quand j'avais signé à Auxerre, j'arrive à l'entraînement, il y a le terrain qui est arrosé. Et à Tours, pour qu'il nous arrose le terrain à Tours, c'était un enfer. Le terrain, il était arrosé, c'était la rosée naturelle, c'est tout. Sinon, il ne te l'arrosait jamais. Et je dis, tu vois, je kiffe déjà plus ce club que notre ancien club, en rigolant, tu vois. Mais c'est vraiment des trucs, tu t'accroches à des petits détails et tu te dis, pourquoi tu dures, pourquoi tu t'en fous? Parce qu'en fait, les vrais trucs qui te font avancer, c'est quoi? C'est la passion, c'est la connexion, c'est tu fais un petit jeu ou une opposition, ou peu importe, et tu as trouvé 3 fois le mec, tu sais, ton milieu gauche ou ton milieu droit dans le dos de la défense. Et en fait, juste par quelque chose de techniquement bien exécuté, tu prends un plaisir pas possible. Et tu as même les mecs dans ton équipe, tu entends « What a pass !» ou tu vois « Oh, well. » Et c'est des trucs. C'est ça qui te fait y aller tous les jours. Et pas le « Est-ce que je suis sur les réseaux sociaux du club aujourd'hui? Est-ce que c'est moi qui ai fait la différence? Est-ce que je suis dans l'équipe type de la semaine ?» T'as capté des trucs que tu as vécu et qui, quand tu les vis, tu te sens bien. Tu te sens vraiment bien. Quand on retourne à Toronto, qu'on est dans le vestiaire, tu sais que tu passes dans le vestiaire et tout, il y a des photos des équipes qui ont gagné. Ah ouais, Q, t'étais là et tout. Ouais. Ah, mais là, tu t'habilles pas aujourd'hui. Tu peux pas en vouloir au mec de voir ça parce que lui, en fait, il est tellement en retard dans son développement, il sait pas que ça va lui arriver encore. Il sait pas. Il est pas au courant, tu vois. Moi, c'est pas. Je suis au courant, je l'assume et je kiffe. Parce que je me dis quoi? Donnez-moi 1 minute. Je suis super prêt. Je suis super prêt. Et peut-être qu'elle arrivera jamais. Et il y aura peut-être un auditeur qui va dire Hey Q, tu te rends compte que le dernier match que tu as joué, bah, t'étais pas au courant. Ouais, peut-être. Et en fait, j'ai aucun problème avec ça. Parce que mon quotidien, je le kiffe de ouf. Donc, mais c'est pour moi, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que ça montre quoi? Que déjà, rien n'est si stable dans le football. À un moment donné, comme on dit, chacun a son tour chez le coiffeur. Mais dans le poste de gardien, tu es encore plus obligé d'avoir cette mentalité de pouvoir, comme tu dis, shifter et se dire que voilà, se réapprendre à aimer des nouvelles choses. Parce qu'il n'y a rien il y a rien qui est gravé dans le marbre, dans le foot de manière générale, mais encore plus chez vous quand on parle de, à part Arteta ou je sais pas, qu'il y a certains entraîneurs qui font je sais pas, qui mettent une concurrence au long de l'année. Tu as parlé beaucoup d'automatisme, etc. C'est vraiment un poste auquel il faut. Est-ce que pour toi, il faut qu'il y ait une hiérarchie? C'est important qu'il y ait une hiérarchie dans le poste de gardien. Et parce que tout à l'heure, si je t'écoute, tu as parlé voilà, de créer ces automatismes avec ta défense et après, de manière globale, ça, on ne peut pas le faire si on n'a pas une certaine hiérarchie. Donc, quand tu sais que la hiérarchie, elle est bien établie, contraint et forcé que le deuxième ou le troisième ou le quatrième dans certains clubs se crée ces nouvelles, pas passion dans la passion. Tu vois, ces nouveaux kiffs dans le quotidien, trouver, comme tu dis, t'es obligé de trouver du plaisir dans ce qui brille pas. Dans ce qui brille pas, dans ce qui est pas shiny. Et je pense que humainement parlant, je parle toujours de lui, Le Tellier, je le connais pas. Tu vois, Titi, c'est un Titi du PSG. Aujourd'hui, il quitte Paris. Je pense que financièrement, il est bien dans sa vie. Mais quand j'ai vu comment les supporters l'ont pas, je dirais pas acclamé, mais comment ils l'ont célébré, tu vois, dans son départ et tout, force est de constater que, tu vois, les choses simples et vraies, parce que lui, voilà, c'est pas comme s'il avait joué, je sais pas combien de matchs il a joué, vraiment pas beaucoup, surtout avec tous les cadors qu'il y avait devant lui et qu'ils ont toujours recruté. Mais il y a toujours une certaine reconnaissance, tu vois, dans ce football-là et dans la personne que tu es obligé de devenir. Donc, toi, tu penses quoi de cette concurrence, hiérarchie? Parce que, comme tu as dit, tu te sens joueur et gardien. Mais le gardien, c'est un joueur, mais c'est un joueur à part. Mais est-ce que pour toi, ouais, c'est obligatoire d'avoir une hiérarchie? Moi, je t'aurais répondu différemment il y a 5-10 ans, parce que je pense que les gardiens d'il y a 5-10 ans étaient différents des gardiens maintenant. Je pense que, à l'image de tous les postes, il y a beaucoup plus de hauts et de bas et d'irrégularités dans les performances à tous les postes confondus. Et encore plus au poste de gardien de but. Ce que je remarque, c'est que
il y a de plus en plus de gardiens qui ont un certain profil et qui se blessent beaucoup plus qu'avant. D'accord? Les gardiens, on leur demande beaucoup plus de choses, de jouer beaucoup plus haut et tout. Et tu as des gardiens qui ont un profil explosif, puissant. Tu vois, je pense à Mike Maignan. Je le trouve incroyable. J'adore ses qualités. Franchement, c'est un régal à voir jouer. Mais j'ai jamais vu un mec qui se blessait autant. Que tu te blesses dans des contacts parce que tu es extrêmement courageux. J'ai vu qu'il a des blessures. Mais il a aussi énormément de blessures musculaires. Et ça, c'est pas que lui. Tu as énormément de gardiens maintenant qui ont beaucoup de blessures musculaires, beaucoup plus qu'avant. Je pense que ça vient avec les requirements, les demandes et les profils. Mais les gardiens de l'Atlético, ils se blessent jamais. Tu vois, les gardiens de Simeone. Au Black, ils se blessent jamais. Pourquoi? Parce qu'il reste sur sa ligne. Tu comprends? Et donc, du coup, tu as un Oblak qui bouge pas non plus. Pourquoi? C'est un des derniers gardiens de cette un peu ancienne génération, cette génération de gardiens fiables qui en font plutôt moins que beaucoup. Tu vois? Maintenant, on demande tellement de choses au poste de gardien. Tu vois ce qui s'est passé à Arsenal, où tu as Ramsdale qui est devenu international anglais, qui était à ça de gagner le titre avec Arsenal l'année dernière. Ils ont recruté un nouveau gardien, ils ont fait encore mieux. Et tu te dis, Ramsdale qui a fait une saison exceptionnelle l'année dernière, il s'est retrouvé à jouer sur le banc sans pitié. T'as capté? Et c'est un truc où, quand il a joué, il a eu quelques bons matchs et quelques très mauvais matchs. Tu vois? Où tu te dis, le psychologique allié au... T'es beaucoup plus exposé quand tu essayes de jouer derrière, on te demande de prendre beaucoup plus de risques. Les coachs, ils ont beau dire autant qu'ils veulent, c'est moi qui l'ai demandé, c'est le gardien qui se fait frire. C'est pas le coach, tu vois? Si tu perds la balle de façon stupide dans l'œil du supporter un peu lambda sans faire offense, tu vois? Moi, j'accorde énormément de valeur quand tu aspires, quand tu es capable de ressortir un ballon que d'autres vont dégager, qu'est-ce que tu envoies comme message aux adversaires qui, eux, pressent comme des malades. Et ensuite, tu vois les attaquants qui se retournent et qui balancent les mains en l'air. Waouh, ouais, vous aussi, suivez là, suivez. Je cours comme un ouf. Tu vois, ça, c'est un genre de truc, même pour un gardien. Moi, je me suis régalé. Et tu vois, par exemple, je sais qu'en MLS, plus d'une fois, quand j'arrive dans la ligue en 2019-2020, il y a des gardiens et même des joueurs, des entraîneurs qui sont venus me voir et me disent, j'adore te voir jouer. J'adore ce que tu fais. Tu vois, et ce que je fais, c'était pas les arrêts. Ils venaient pas pour, ah ouais, t'as fait. C'était, tu nous fais péter les plombs. Tu vois, j'en ai marre. Tu sais, quand on vient de presser, tu trouvais des... Maintenant, ça s'est vachement développé, même dans la ligue, il y en a de plus en plus, donc c'est un petit peu plus commun. Mais c'était un truc où, bah, comme tu disais, peut-être qu'Alexandre Letellier, il se raccroche au message de sympathie des supporters ou de... En fait, le mec, il a dû faire quelque chose de bien à son échelle, tu vois. Et ça a autant de valeur que le mec qui te fait gagner un titre, en fait. Et pour en revenir à ta question, à un moment donné, ce que je me suis toujours, même pas efforcé de faire, mais naturellement, quand tu as un gardien numéro 1 qui est hyper frustrant, qui quand il joue bien, il est super content, quand il joue mal, il est taiseux et il en veut à tout le monde, quand il prend un but, c'est de la faute de tout le monde, quand ça joue bien, tu sais, il fait semblant d'un peu mais il prend tout pour lui, il célèbre des arrêts et tout. En fait, ce comportement, il se répercute sur le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, l'entraîneur des gardiens. Et en fait, il crée soit du chaos dans la confrérie des gardiens de but ou dans le groupe de gardiens de but, ou bien si t'es numéro 1 et que justement, en fait, t'arrives à être humble quand ça joue bien et t'arrives pas, ouais, t'enfonces les portes, ça va tout le monde, tu vois. Il y a des gens qui sont super expansifs, mais ça c'est valable pour tous les postes. Mais c'est encore plus impactant au poste de gardien parce que potentiellement, quand tu joues bien, le mec est derrière toi, il va jouer 0 minutes du reste de l'année parce que tu gagnes, parce que machin. Et en fait, tu vois, une des fiertés que j'ai eues, moi, à Toronto, c'était ma deuxième année en 2020. On avait créé un tel truc avec le groupe. En 2019, on a fait une super saison. En 2020, on gagnait les matchs tellement facilement que tu pouvais changer les défenseurs, même le gardien. Pendant 3 matchs, on était en saison Covid. Le coach, il était venu me voir 3 fois. Il a dit, je vais essayer de l'intégrer un petit peu parce que le gars, il est loin de sa famille et on est isolé dans cet hôtel où on est tous en déprime, mais tu te rends compte que lui, il joue pas. Et j'avais apprécié la démarche du coach. J'ai dit, tu sais quoi, grand respect, vas-y. Le gars, il avait pris 0 but. 0 but en 3 matchs. Il avait fait des super matchs. Et c'était un truc, Q, tu le prends comment? T'as chaud, t'as pas chaud? On faisait que de gagner. Moi aussi, on gagnait. On prenait pas de but, machin. Et tu vois, sur le moment, tu te dis, waouh, le gars, il joue bien et tout, c'est bien. Et après, tu te dis, tu sais quoi, je prends un tout petit peu du crédit. Un tout petit peu. Parce que c'est son travail à lui. Mais en fait, on a créé un tel truc où il y a la place pour tout le monde que moi, par mon comportement, je cherche pas à prendre toute la lumière et isoler les deux autres, que même quand le gars rentre dans l'équipe, ça se passe super bien pour lui. Et c'est des choses, sur le moment, vraiment, tu le réalises pas trop. Et c'était avec du recul, tu vois, des années, je me dis, tu sais, c'est comme si tu avais facilité les choses pour tout le monde, y compris tes concurrents. Tu vois, et que tu avais accordé de la valeur à ton concurrent. Et c'est un truc,
c'est super facile, encore une fois, du haut de mes 35, 36, 37, 38 ans, quand j'y ai accordé de la valeur. À 24 ans, j'en ai assez parlé, je me concentrais que sur la concurrence. Dans l'épisode sur la concurrence, on le disait. Mais vas-y, j'ai fait plus d'arrêts que lui. On gagne tous les petits jeux quand mon équipe gagne et pas lui. Et en fait, tu cristallises de l'attention et tu réalises qu'en fait, c'est bénéfique pour personne. Alors que, souvent, quand tu es performant, souvent, quand tu es en paix avec toi-même, qu'est-ce que tu fais? Tu élèves le niveau de grâce de tout le monde et tout le monde a bénéficié. Et tu sais quoi? Après, 2, 3, 4 ans après, tu as des mecs qui viennent te remercier. Il y a un mec qui était avec moi à Tours, il n'y a pas si longtemps, il m'a écrit pour me demander un contact parce qu'il galère. Il galère, il ne trouve pas de club. Et je lui ai donné ce contact en me disant, c'est normal que je t'aide. En plus, il est passé par Clairefontaine. Et il m'a dit, il faut que je me confesse. Je dis quoi? Tu sais que la première fois que j'ai su que j'allais signer à Tours et que tu étais là, j'étais comme un gamin. J'ai regardé à la Clairefontaine, j'étais machin. Et j'ai un pote qui avait joué avec toi, il m'avait dit grave du bien de toi. J'ai dit, j'étais excité à l'idée de passer un an avec toi. Et c'est un truc, c'était il y a 10 ans. Et tu te dis, oui, il y a les victoires, oui, il y a les médailles, oui, il y a les primes de machin, et il y a les moments comme ça. Et les moments comme ça, on te les enlève pas quand tu marches droit. Alors que j'ai vu le contraire. Ah, vas-y, on a gagné un titre avec lui. Mais la vérité, c'est qu'on aurait pu mettre Pipo et Molo dans les buts, on aurait gagné pareil. Tu vois, et ça, c'est le genre de comportement, je me dis, ah ouais, tu vois, lui, il s'est peut-être mal comporté dans son ensemble et tout. Et c'est là où rendre le crédit à celui qui est Alexandre Letellier. Il a peut-être joué X nombre de matchs très réduits, par exemple, au PSG. Mais à la fin de chaque année, il rentrait 5 minutes ou 10 minutes ou 15 minutes pour avoir la médaille de champion. T'as participé. Et c'est un truc où, si tu peux pas être champion du monde, sois champion d'Europe. Si tu peux pas être champion d'Europe, sois international. Si tu peux pas être international, sois super fort dans ton club. Et si ton club, c'est pas un club de Ligue 1, sois un taulier dans ton club de Ligue 2. Mais en fait, représente quelque chose. Parce que ta carrière de footballeur, elle va se terminer. Et en fait, on va te remplacer. Et on te remplace vite. Seb, Trop vite. on te remplace vite. On te remplace. J'allais dire listen. On te remplace à la vitesse de la lumière. Et c'est toi qui es bête de ne pas avoir compris que le game, il se passe comme ça. C'est énorme. En fait, il n'y a pas des. Moi, aujourd'hui, je le dis, je le répète, je vois pas où il est le mal. À partir du moment où tu connais les règles du jeu, tu sais que dans le football, ça va vite. De la même manière que quand tu es blessé, il y en a un autre qui va jouer. Donc, quand on a fini de t'utiliser, on te remplace. Et c'est pour appuyer sur ce que tu dis. Maintenant, c'est comment la relation avec le coach des gardiens? Parce que lui, c'est comment une relation avec un coach des gardiens? Parce que on a des coachs et j'en ai vu plein. C'est fou là. Franchement, c'est des ouf, les coachs des gardiens. Mais est-ce que le coach des gardiens, pas il vous matrix, mais vraiment, lui, tu dis, il peut, comment dire, influer, voilà le terme que je cherchais, énormément sur votre harmonie, sur comment ça va se passer. Comment il gère, le coach des gardiens, vos quotidiens? Comment ça se passe? C'est ni plus ni moins qu'un coach principal, mais il a que 3 personnes. Il doit s'occuper de 3, 4 personnes, finalement. Et c'est là où lui, encore plus avec un caractère comme le mien, you will be able to relate. Tu pourras t'identifier dans tout ça. Plus tu es authentique, plus c'est facile. Plus tu joues des cartes un peu différentes à droite à gauche, plus tu compliques des relations. Et ça, c'est crucial. Moi, j'ai eu tous les exemples. Tu vois, j'ai eu tous les exemples et je lève ma main. Mon côté, j'aime bien la clarté, même si ça va me faire mal. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Et j'en ai voulu énormément et ouvertement, par contre, parce qu'un entraîneur de gardien, pour moi, s'il est là, il arrive, il te dit, ouais, on est ensemble, machin, et que le jour où tu lui dis, écoute, là, tu es en train de préparer une personne. Moi, ce que tu fais à l'entraînement, là, ça me convient pas du tout. Comment on fait? Tu comprends? Et c'est un truc où, comment tu es capable de t'adapter? Est-ce que tu es capable de t'adapter? Et est-ce que tu es clair? Tu vois, il y a un entraîneur des gardiens que j'ai adoré à l'USNAC, Olivier Lagarde, qui est maintenant à Auxerre, qui est arrivé, quand je suis arrivé à l'USNAC, il m'a dit, écoute, moi, je viens du monde amateur. J'entraîne des gardiens de national. Pour moi, c'est un miracle. Il m'a accueilli comme ça, à l'aéroport de Toulouse. On avait parlé, je venais visiter le club et tout, machin. Et il me dit, je veux absolument qu'on travaille main dans la main. Moi, ma philosophie maintenant, tout de suite, pour l'USNAC, pour le national, c'est il faut une hiérarchie extrêmement claire. Naturellement, il dit, il y aura un petit jeune derrière, je veux absolument qu'il apprenne de toi, machin, machin, machin. Et en fait, sa clarté du début de saison, elle changeait pas.
Et après 2 années, et en plus là maintenant, sa carrière, elle l'a emmené il est devenu un entraîneur des gardiens vraiment en vogue. Tu vois, il fait du très très bon boulot et les gardiens dans chacun de ses clubs, ils performent. Mais son truc, c'est les choses sont claires d'entrée. Tu vois. Et par contre, au numéro 1, il dit je dois préparer le numéro 2 et le numéro 3. Donc ne demande pas toute l'attention non plus. Je sais que je dois te préparer, mais t'es pas tout seul. Tu comprends? Et il y a des choses où pourquoi faire compliqué quand tu peux faire simple? Pour moi, c'est ce genre de fonctionnement que j'aime. J'ai eu des entraîneurs. Je dis, vas-y, je voudrais rester faire du rab et tout. Eh, mon petit, le coach, il pense à te faire jouer ce week-end, donc lève le pied. Le coach pensait pas du tout à te faire jouer. Le gars, il avait la flemme. Mais il te sortait une disquette tu l'emmènes avec toi à 24 ans, 25 ans. Tu l'emmènes chez toi, tu dis, je vais peut-être jouer ce week-end, il a pas voulu que je fasse du rab. Rien. Oh, les bâtards. Et après, avec le temps, tu te dis, mais en fait, il y avait aucune raison que je joue. En vrai, on gagne, on enchaîne les modes. Enfin, tu vois. Mm. Mais c'est juste le gars, il te dit ce que tu as envie d'entendre. Tu sais, il met un sparadrap sur le bobo, mais il fixe pas la blessure. Ou il adresse même pas vas-y, travaille, pas de problème. Tu vois. Mais là, et maintenant, moi, je me dis, je sais que je peux être compliqué avec mon mindset et tout, parce que moi, j'aime bien être cash. Tu vois, mais c'est même pas cash, j'aime bien être clair. Donc, du coup, je préviens moi maintenant. En fait, je préviens. Je dis, si tu as un truc à me dire, dis-le moi. Tu vois, ne me fais pas, parce que je vais le sentir. Et à partir du moment où je le ressens, c'est déjà trop tard pour toi. Et je vais t'en vouloir. Tu vois. Donc, moi, j'aide à ce niveau-là. Tu vois, j'aide à ce niveau-là. Et comment tu fais quand tu signes un contrat dans un club? Tu parles avec le coach, tu parles avec le coach des gardiens. Enfin, tout ce que nous, on va dire souvent, on nous dit, hey, si le coach, t'as pas parlé avec le coach, tu sais pas si c'est que le directeur sportif. Est-ce que toi, tu dois parler avec le directeur sportif? Elle est mortelle, ta question. Tu sais pourquoi? Parce que si tu vas être titulaire, tu vas parler avec le coach principal. Et si tu vas être remplaçant, on t'envoie l'entraîneur des gardiens. Tu comprends? C'est un peu ça. Parce que le coach principal, et encore plus maintenant, il veut absolument, tu sais, un certain style de jeu. Il veut te présenter son style de jeu. Tu vas être important. Un gardien pour un coach principal, c'est quand même très, très important. Ça peut avoir une grosse influence. Attends, j'ai vu des coachs s'en taper de leurs gardiens et ils étaient. Mais dans l'ensemble, tu sais, tu as une philosophie, tu as une mentalité, et donc, quand tu vas être le gardien titulaire, tu peux être sûr que tu vas parler au coach principal. Quand tu vas être un gardien remplaçant, on t'envoie l'entraîneur des gardiens pour être sûr que, tu vois, dans ta tête, ça va être, voilà, tu vas avoir affaire à moi, toi. Tu comprends? Ouais, Et pas, ouais. généralement, tu vois, c'est un truc, avec le temps, je le remarque, tu vois. Je le vois, tu vois, quand tu vas être titulaire, tu parles avec le coach principal. Quand tu vas être remplaçant, t'as le coach principal qui dit, bienvenue et tout. Et après, allez, vas-y, va voir l'entraîneur des gardiens et fais pas chier. T'es le cadet de mes soucis pour l'instant. Ah ouais, mais vraiment, mais tu sais, c'est des choses qui, même moi, en fait, quand tu joues, quand nous, on est joueurs, vous êtes aussi des joueurs, je te dis la vérité, à moins que vraiment ton gars sûr, que ce soit un gardien et que vous passiez énormément de temps ensemble, t'es pas au courant de tout ça. On vous voit, vous nous tirez dessus, vous êtes à part, vous arrivez que à la fin, ou quand on fait des exercices, tu vois, vous participez pas vraiment toujours à la séance, on s'échauffe jamais ensemble. Donc, jamais ensemble. Et des fois, on se voit qu'à la fin de séance. Et des fois, on fait même des séances où on n'est pas ensemble. Et de toute la séance, parce qu'on fait des jeux où il n'y a pas de gardien. Donc, sincèrement, même pour moi, ah ouais, je me suis toujours posé ces questions. Mais en fait, on nous dit ça, mais l'entraîneur des gardiens, pourquoi il est aussi fou? Pourquoi il est aussi proche de ses gardiens? Parce que tu vois, quand on commence à tirer, nous, on se met à tirer comme des oufs. Vous arrivez, vous n'êtes pas encore chaud, on met des grosses frappes et l'entraîneur des gardiens, il est très, dans les clubs où j'ai été, protecteur de ses joueurs, de ses gardiens, pardon, tu vois. Et ça crée des fois des petites, pas des petites tensions, mais qui sont vite. Il se fait allumer lui aussi. Il dit, ah ouais, toi, t'es gardien. Mais tu sais, ça a pas mal changé maintenant. Tu sais, quand je te dis maintenant, maintenant, t'arrives jamais. Les frappes, le travail devant le but, c'est toujours un truc presque complément d'entraînement. C'est jamais le cœur de la séance. Tu comprends? Les séances du J-2 où tu fais tennis-ballon, travail devant le but et où t'as ce genre de situation qui se reproduisent, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Maintenant, c'est allez, vous avez 10 minutes d'extra et tu fais le travail de finition à la fin. Il y a tellement de travail tactique, de mise en place. Mais tu vois, pour revenir à ce que tu dis, tu sais, quand tu es défenseur ou quand tu prépares les matchs, le J-4, -3, J-5, -4, si ça existe encore le J-5, peu importe, c'est toujours des entraînements un peu mélangés, il n'y a pas trop. Mais à partir du moment où tu as un peu un 11 qui se dégage et que ça prépare un tout petit peu,
le chasuble. À qui tu donnes le chasuble? Tu sais, toi, en tant que joueur de champ, c'est un peu, tu sais, t'as l'adjoint qui balade avec les chasubles. Et après, tu lèves tout de suite la tête et tu vois qui est. Quand tu, Quand t'es gardien, tu bois de l'eau, c'est sous. c'est quand tu bois de l'eau, allez boire. Après, tu vois l'entraîneur, tout le monde guette l'entraîneur adjoint, il va prendre ses chasubles et tout le monde parle avec son gars. Et en fait, tu regardes et il passe toujours entre les gens. Et des fois, il passe à côté de toi. T'es là, t'es limite, t'as envie de tendre le bras pour lui forcer la main, t'as capté. Tu l'as attrapé. Tu vas attraper le Et ben, chasuble, et ben, et il passe à côté de toi, après t'es yom. exactement. Et tu vois, quand t'es gardien, ce moment-là, quand tu sais qu'il est un peu chaud, tu sais toujours que quand t'as un entraîneur qui s'en fout un peu ou qui est un peu cruel, il y a toujours un truc où on change à la mi-temps, où tu sais, à un moment donné, on va inverser, et là, tu sais que ça commence à chauffer. Et le pire, c'est quand tu sais que le J-3 arrive, qu'il va avoir la mise en place ou l'opposition, et que tu sors du vestiaire et que t'as le coach qui t'attend. Je voulais te parler. Là, tu sais qu'il est en train de te dire, tu vois, là, tu vas pas aller avec les titulaires, tu vas aller avec les remplaçants, ou vice-versa, tu vois. Mais souvent, le vice-versa, c'est, t'es la première personne qu'on vient chercher le matin. Donc, quand tu arrives au centre d'entraînement, tu as toujours un mec qui t'attend pour te prévenir. Eh, prépare-toi, ça va être là, parce que les gens, ils sont super contents de te dire la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, on attend souvent le dernier moment. Tu sais, c'est toujours Ouais. juste après la vidéo, ou juste avant l'entraînement, ou juste avant l'opposition, qu'on te, tu vois, on te dit, voilà, tu vas, des fois juste avant le match, hein, ça m'est arrivé un jour, avant le match, on me dit rien, composition. Bah oui, mais c'est, tu vois, là où c'est malsain, même pas malsain. Ça dépend des caractères, on en a beaucoup parlé de ça, ça dépend vraiment des caractères. Ça, c'est là où on te le dit à ce moment-là, et il y a le laps de temps pour que tu. En fait, la personne, elle prend pas assez de risques, elle prend pas beaucoup de risques de le dire là, parce qu'il y aura une réaction, mais vu que c'est bien placé par rapport au match, c'est très proche du match, ou à des moments où tu vas partir, tu vois, le temps de réactivité et de réaction du joueur qui va être mécontent, il va être moindre que si tu lui as dit bien à l'avance et que là, il peut te faire subir tout ça pendant X temps. Quand c'est la veille d'un match, c'est la veille d'un match. Inconsciemment, le joueur, il est conditionné à ce que la veille d'un match, on a des comportements différents. Le joueur qui commence ou même celui qui est pas content, il sait que les autres, ils vont. Enfin, c'est la veille du match, tu vois, et tu vas intérioriser énormément. Le coach, quand il dit ça, il te dit ça la veille du match ou à la causerie, t'es le jour du match. Tu fais pas d'exclandre, à moins que tu sois vraiment, tu vois, quelqu'un qui a un caractère et que tu puisses pas, Ouais, t'es vraiment porté sur toi à l'excès, quand même. tu vois, porter sur toi à l'excès. Mm. Où les coachs aujourd'hui, ils savent très bien que s'il fait partie de son groupe, le moment où il lui dit qu'il va pas jouer ou qu'il va pas être titulaire alors qu'il pensait qu'il allait l'être, bah, il va rien faire. Moi, je sais, je te dis, le jour où à Liverpool, Anfield, c'est là, Harry, c'est un pro pour ça. Mais le jour où j'étais sûr de moi, j'arrive dans le, on quitte l'hôtel, j'étais sûr de moi, j'étais relax comme never. Franchement, j'étais en train de m'imaginer, enfin, voilà, j'étais prêt. T'arrives dans le vestiaire, tu poses ta petite trousse de toilette et tout. Et là, ça se retourne même, enfin, il retourne même pas parce que lui, il écrivait même pas sur le tableau. Il le disait à l'oral. Il dit, all right, come on, starting 11. Ta, 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 ta. Et moi, j'écoute sans écouter. Je vais pas te mentir. Confiant de ouf. Oh là là. Il dit pas mon blaze. Il dit on the bench. Et là, même moi, je commence à paniquer. Je me dis, ça se trouve, il va me mettre dans la tribune. Je te jure. Et là, boum, il me dit, mets sur le banc. Oh! Mais à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Je te dis, le laps de temps, il est trop court pour que tu puisses tout niquer parce que même après tes coéquipiers, ils vont t'en vouloir. Ils vont t'en vouloir, même si certains te connaissent, ils vont t'en vouloir parce que. Et là, t'as tout perdu. Donc oui, tu vois, ces coachs, ces moments-là, là, on les connaît. Et Mais tu vois, avec le temps, tu retournes le problème et maintenant, on te met, toi maintenant en carrière. Franchement, tu as l'opportunité d'extrêmement bien te comporter. Pourquoi? Comme ça, en fait, tu facilites la vie de tout le monde. Toi, tu joues pas ce match-là, tu dis rien, tu bosses, tu joues pas le match d'après, tu joues celui d'après, t'es bon. Le mec qui joue pas le match, non seulement tu peux arriver et lui dire, ferme ta gueule, va sur le banc. D'accord? Et t'es légitime. Et en fait, tu peux toujours utiliser un setback à ton avantage. Tu comprends? Et là, c'est un truc où moi, je dois m'armer de patience cette année. Effectivement, ça fait 6 mois que je joue pas. Tu sais, mais pas une minute. Mais comment je peux le prendre? Je me dis, mais en fait, là, je suis en train de construire un crédit et de la force pour que le moment où je joue,
non seulement mon leadership naturel, il va aider l'équipe, mais en fait, il va aider tout le monde. Parce que je dis, moi, j'ai jamais rien dit quand je jouais pas. Au contraire, je te poussais, je t'encourageais. Je vais te voir toi, joue bien. Tu vois. Et tu t'aides à donner de la force à tout le monde. Parce qu'en fait, t'élèves le niveau de race encore une fois. Et quand c'est toi qui joues et quand c'est toi quand toi, ensuite, tu auras de l'influence sur le terrain, mais imagine comme, en fait, tu fais gagner des places au championnat, littéralement, à ton équipe. Tu comprends? Alors que si t'es le mec, comme tu dis, tu fais des esclandres, je joue pas, tu parles mal sur les autres, encore plus des gardiens. J'en ai vu aussi, des mecs. Tu sais qu'il est en train de te frire. Il est là, il est en train de mal parler sur toi tous les jours. Mais en fait, quand toi, tu vas jouer, quand cette personne joue, tu crois que les autres, ils ont oublié, comme tu termines tout le monde et tout, si tu joues mal. Tu crois que les gens, ils se régalent pas à faire ce que toi, tu fais? Tu comprends? Et c'est un truc où, comment tu peux vouloir de la force quand t'en enlèves à tout le monde? C'est impossible. Avec le recul, c'est impossible. Il y a des mecs, tu joues avec des gars, tellement ils se comportent mal, tu sais pas si tu leur souhaites du bien ou du mal. En vérité. Et c'est purement instinctif, c'est purement émotionnel. Ça fait pas de toi une mauvaise personne. C'est son comportement qui rejaillit sur toi quelque part, tu vois? Il y a des gens où tu te dis, vas-y, je suis même pas content pour lui, tu vois? Au final, ça nous apporte sur le moment, mais ça va s'arrêter. Tu joues à un jeu fini, dans un monde infini, en fait. Et comme tu dis, t'es remplacé, tu vas mal jouer à un moment donné, que ce soit, tu peux avoir les 10 meilleures années. Les top joueurs, ils ont une date de fin aussi. Et qu'est-ce qui reste avec eux? Tu vois, j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant parlé de Cristiano Ronaldo maintenant. Le gars, il est en Arabie Saoudite et tout, tu vois même presque plus jouer, mais tout le monde parle de son éthique de travail, de comment, tu vois? Et c'est un truc où on en fait une légende, même quand il est moins performant. Pourquoi? Sans doute parce qu'il a fait pas mal de bonnes choses. Alors là, franchement. Il voulait le faire. Il n'y a rien de spécial à ça, c'est la vérité. Non, mais il n'y a rien. C'est fou. En fait, c'est là où tu banalises. On vit dans un monde, pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, je l'ai dit, dans un monde où ça, c'est pas la norme. Même dans le monde du football aujourd'hui, dans l'individualisme et dans la manière d'être éduqué, même formé, c'est pas la norme d'avoir, même à 38 ans, cette mentalité. Je te dis la vérité. Aujourd'hui, moi, je la comprends. Et des fois, ça me fait sourire encore plus que je me dis, c'est revigorant d'entendre ça parce que tu te dis, c'est possible. C'est possible et t'es pas fou, t'es pas le mec t'es pas l'ovni dans le sens où on dit, oh là là, lui, il est chelou, en fait, hein. On te fait croire parce que toi, tu fais des choses bien. Aujourd'hui, avec le monde d'aujourd'hui, on peut te faire penser, t'amener à penser que c'est toi qui es différent et qui est bizarre. Tu vois? Et ça, je te le dis, on le dit souvent. Quand tu poses trop de questions, tu es intelligent ou voilà, tu es curieux, bah, tu déranges. De la même manière que quand tu peux avoir ce comportement-là, d'une manière ou d'une autre, tu peux déranger. Il y a des coachs ou des directeurs sportifs, etc. Ah, ils aimeraient plus que tu foutes la merde, ce serait plus facile de dégager. Parce que, tu vois ce que je veux dire, ça serait beaucoup plus facile de dégager un mec qui n'est pas irréprochable, mais surtout dans sa mentalité. Ils aiment bien dire ça dans l'état d'esprit. Oh, il a un état d'esprit, tu vois. Et aujourd'hui, pourquoi j'ai envoyé les applaudissements, c'est parce que ton état d'esprit, on voit que c'est pas juste quelque chose qui, ah ouais, ouais, ça me fait du bien. Non, c'est naturel. Ça a été travaillé. Et ça a été travaillé. C'est la chose naturelle qui est venue après ton expérience de jeune gardien, etc. C'est quelque chose c'est une évolution. C'est important ce que tu dis parce que ça a vraiment été travaillé. Je me suis inspiré de beaucoup de choses, de beaucoup de monde et de beaucoup de faits. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas quelque chose qui est venu naturellement. Je vais pas te mentir. On s'est connus jeunes. J'ai toujours été un compétiteur extrême. Mais même quand tu mens ou que t'as tort, tu défends jusqu'au bout ton argument. J'étais comme ça. Je rigole pas. Et t'as encore des traits de ce caractère-là. Mais maintenant, j'ai aucun problème à dire, Seb, t'as raison, j'ai eu tort sur toute la ligne. Tranquille, on passe à autre chose. Tu vois? Mais c'est un truc, j'ai travaillé dessus. J'ai travaillé dessus parce qu'il y avait des choses, j'en ai eu marre de m'excuser, de reconnaître après que j'avais tort, effectivement, pardon. Parce qu'en fait, si tu t'excuses pas tout de suite, chaque moment où tu repousses, c'est de plus en plus dur. Tu vois, c'est de plus en plus dur et il y a des gens, tu vas pas leur parler pendant 3 mois parce que t'as eu tort, c'est de ta faute, mais tu vas encore dire, c'est de sa faute. Non, en fait, mais décrocher le téléphone ou aller voir quelqu'un en personne au bout de 3 mois et dire que c'est de ta faute, c'est encore plus dur qu'après 1 heure ou tout de suite sur l'argument, excuse-moi, j'ai merdé.
tu vois. Et c'est un truc, tu fais bien de le dire, c'est travailler. C'est travailler. Mais le truc, c'est que tout le monde t'a dit que tu dois pas changer, au contraire. Ouais. On en revient, c'était même pas le thème au début, tu désapprends. Tu désapprends. Tu désapprends des certitudes. Et- Des trucs où tu as été ultra compétiteur, tu as poussé tout le monde, tu as insulté tout le monde. Jusqu'à tes 16, 17 ans, 18 ans, tu étais un phénomène, tu étais capitaine de toutes les équipes de jeunes. Et tu arrives en pro, tu as un Lou Endour ou tu as un Yann Lacher, un truc comme ça. Tu dis, mais ferme ta gueule, toi. Et en fait, ça m'a fait du bien. Mais au final, c'est pourquoi les gens tu parles de changer. Je pense que c'est même pas, il n'y a pas le mot changer déjà, il est mal perçu. C'est une évolution. C'est pour ça que j'ai pris le terme quand tu dis, tu as évolué, t'es passé de celui, comme tu dis, qui était vraiment tête dure, etc. Avec le temps, tu as appris, tu as su désapprendre, tu as eu cette intelligence pour te dire, ah, ça m'apporte pas réellement de résultats à un moment donné. Vas-y, ça me fatigue de m'excuser. Est-ce que je peux le faire un peu moins, ce qui va me faire gagner un peu plus de temps? Et ça te permet d'évoluer. Donc oui, l'évolution, elle est nécessaire. Tu peux ne pas changer la personne que tu es, mais dans la personne que tu es, tu peux la modeler différemment. Dans le joueur que tu es, tu peux devenir un joueur qui, avec les mêmes caractères, parce que ce que tu as construit avec ta main droite, tu peux le détruire avec ta main gauche. Ce que je veux dire par là, c'est que ta force de caractère, elle a toujours été là. Aujourd'hui, elle a été juste régulée. Elle a été utilisée différemment. Elle n'a pas changé, tu l'as pas fait partir, elle n'a pas disparu. Elle a été utilisée à bon escient, avec une utilité différente. Et ça, parce que les gens, tu vois, ils aiment trop se dire, ouais, vas-y, moi, je ne veux pas changer. Je ne te demande pas de changer. Moi, personnellement, Seb, si je te coach, je te demande pas de changer parce que ça te met trop comment dire, en conflit en interne. Dans ta tête, de dire, ouais, tu sais quoi, non. Je te demande juste comment on peut faire avec la même chose, les mêmes ingrédients, une sauce différente. Garde les mêmes ingrédients, c'est ce qui t'a amené là-haut. Mais maintenant, on va l'utiliser différemment pour avoir un résultat différent. Et je pense que tu es le prime example de quelqu'un, parce que nous, on t'a connu jeune et encore très jeune. Et là, aujourd'hui, les gens ils me disent, ouais, mais Q, c'est un truc de ouf, c'est le coéquipier parfait. Ouais, mais il n'est pas arrivé à être le coéquipier parfait comme ça. C'est autant de travail que que le joueur qui, entre guillemets, a évolué dans sa carrière en tant que, je sais pas moi, à un moment donné, il n'était pas bon ou n'était pas assez performant, il marquait pas beaucoup de buts dans sa finition. Tu me parles d'un Vinicius, on disait que Vinicius, il fait la différence, il marque pas. Aujourd'hui, il marque. C'est un travail, c'est une évolution. Donc, 100%. Mais après, tu peux être parfait pour toi. En fait, voilà. Sois la meilleure version de toi-même que tu as envie d'être. Mais il y a des coachs, ils vont pas supporter ce genre de comportement. Comme tu as dit, est-ce que c'est pour t'écarter ou est-ce que c'est parce qu'ils voient les choses différemment? Et c'est cool aussi, il n'y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a des gens, il faut vraiment se dire qu'on n'est pas tous au même chapitre, quand bien même on a des écarts d'âge incroyables. Tu vois ce que je veux dire? Tu as des jeunes très matures et tu as des anciens très irresponsables. Tu comprends? Et c'est un truc où, moi, ça m'a fait mal à un moment donné, mais j'accorde toujours énormément de respect, mais je mets plus jamais un coach sur un piédestal. Parce que il a beau faire la décision de me faire jouer ou de pas me faire jouer, c'est pas nécessairement une meilleure personne que moi. Et c'est deux choses bien distinctes. Ça veut dire que tu as le pouvoir de me faire jouer ou de pas me faire jouer, et ça, ce pouvoir, cette responsabilité, je la respecte, mais tu as le devoir de bien te comporter, et si c'est pas le cas, je vais pas te respecter pour ça. Tu comprends? Et c'est un truc, rien à voir, mais ce que tu me fais, ce que tu disais juste avant, il y a deux images qui me reviennent en tête. La fameuse image de Benzema qui est comme ça, en train de rigoler, sourire et d'être content que Modric, Kroos, Ronaldo et Bale reçoivent leur award équipe type de l'année, FIFPro, peu importe. Ça, je me suis dit, et 2 ans après, c'est lui tout seul qui a ce montage-là, je trouve exceptionnel, vraiment. Tu vois, je trouve que ça en dit long. Et il y a un autre, c'est 3 gamins qui sont sur un podium, et t'as le troisième qui célèbre sa toute petite coupe, et t'as le premier qui pleure avec son énorme coupe parce qu'il voit le troisième être plus content que lui. T'as capté? En fait, t'es content et tu prends ce qu'on te donne, et c'est ce que t'en fais qui fait la diff après. Tu comprends? Et c'est un truc, effectivement, à 38 ans, j'ai grave de la frustration de pas jouer, mais j'arrive à voir tout ce qui va bien. Tu vois? Et que j'ai l'impression de plus progresser sur d'autres domaines, certes, mais plus progresser qu'à des moments où, effectivement, je jouais, où tu avais l'impression d'avoir plus le vent. Mais tu n'étais pas nécessairement à ce niveau-là, à bien d'autres égards. Tu vois? Quand tu rentres chez toi, bref, ouais, mais dans tous les cas, c'est un c'est ta progression. Elle est aujourd'hui, ton champ des possibles, il est ouvert.
Tu te rends compte qu'il y a plusieurs endroits, plusieurs secteurs dans lesquels tu peux progresser. Et c'est comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et souvent, la facture, là, quand tu la payes, bah, tu dis, putain, mais j'ai progressé, j'étais un bête de joueur où j'ai fait ce que je devais faire. Et de l'autre côté, j'ai été un papa exécrable, un mari ceci, j'ai 2 divorces, enfin, peu importe, tu vois. Donc, c'est pour ça que dans la vie, le football aujourd'hui, c'est une chose, mais le fait de jouer, de performer, c'est pas la seule chose que tu apprends C'est pas une fin en soi. en Ouais. soi, et c'est pas la seule chose avec laquelle tu dois sortir de cette aventure du genre de football. Donc, ouais. Amen to that, bro. Si j'avais les applaudissements, je les aurais. Je m'auto-applaudis. Aïe, aïe. Non, je m'auto-applaudis, merci beaucoup. Ouais, alors ce week-end, ça dit quoi? Tu vas où? Houston, t'as dit? Ouais, Houston, mais c'est à domicile. Et puis après, on enchaîne, ouais. Road trip à l'américaine. On joue Washington mercredi et Saint-Louis samedi. Et au lieu de rentrer et repartir, on va rester sur la route et tout. Donc, on va faire un peu à la mode NBA, tu vois, partir 4-5 jours, 5-6 jours de suite. Mais c'est cool. La famille est en France. Donc, pareil que toi. Moi, je les ai laissés à l'aéroport. Tu vois, quand tu disais ça, là, tu profites de chaque instant. Là, même, on enregistre. Le gars, il part demain matin. Tu sais, tu vas aller voir tes enfants qui dorment et tout. Tu sais, ça fait un petit pincement au cœur. Je les dépose, mais d'habitude, moi, j'aurais fait l'enregistrement avec eux. Aéroport d'Atlanta, blindé, tous les parkings fermés. Je les ai déposés. Ils ont fait l'enregistrement que je voulais faire avec eux, tu vois, un peu solennel et tout. J'ai trouvé une place sur le terminal domestique. Bref, je te passe les détails. J'aurais dû prendre un bus, un premier shuttle, puis un deuxième shuttle pour les rejoindre. Impossible. Donc, je suis revenu leur dire au revoir sur le dépose minute, tu sais, le dépose passager, mais effectivement, parce qu'il fallait leur dire au revoir en bonne et due forme. Mais c'était surprenant, tu vois, quand tu quittes ta famille pour un mois, il y a quand même un sentiment d'abandon, quand bien même tu fais ce qu'il faut pour eux. Tu vois, tu mets des briques sur un mur, mais tu détruis pas nécessairement l'autre. C'est juste qu'effectivement, quand tu prends ces responsabilités et que tu les kiffes, I can relate, je compatis. Force à toi, on va te suivre à l'Euro. Mais aussi, il faut être fier d'être un bon père de famille ou de quelqu'un qui met sa famille en premier. Ça, c'est très important. Du moins, on essaye. On essaye le maximum et on peut pas nous en vouloir d'essayer. C'est ça le plus important. Il n'y a pas de formule. Ce week-end, je serai parti à Croatie. Mon premier match, je fais pas le match d'ouverture. Et Allemagne-Écosse demain, hein, c'est ça? Ouais, Allemagne-Écosse. Et je fais Croatie-Espagne. C'était pas mal. C'est football, ça. C'est football. Mais tu le fais en terrain ou tu le fais en cabine? Je fais bord terrain d'abord. Bord terrain d'abord. Après, je monte en cabine. Je commente le match. Et je redescends pour faire ce qu'on appelle les flash interviews, tout ça. Les Rodri, les Luka Modric, etc. C'est bien de connaître un peu des gens, tu vois. C'est plus facile. Ouais, les photographes de l'UEFA, prenez-moi une bonne photo de Luka qui retrouve son gars basse. S'il vous plaît. C'est plus facile. Donc voilà ce que je vais faire ce week-end. Je vais travailler un peu mon match avant, quand je serai dans l'avion et tout. La veille, on va regarder, tu vois, doucement. Et après, plateau ou pas? Vous faites des plateaux, des débriefs des matchs et tout? Ouais, le plateau, mais là, je serai en plateau que dans la semaine. Au début, je fais stade. Et il y a des jours où je fais plateau, je fais pas les deux. C'est pas comme en Côte d'Ivoire où c'était à côté, etc. C'est différent, tu vois. Là, les plateaux, ceux qui sont en plateau, ils sont en plateau. Et le jour où je fais plateau, je ferai plateau 2-3 jours d'affilée. Après, je repars dans mes... Ça va te... Spreche Deutsch? Spreche Deutsch? Ein bisschen. Ich spreche das ein bisschen. C'est tout. Mais tu vois, c'était à l'école. Wunderbar. Wunderbar. C'est intestable, d'accord. Les langues, c'est mon truc. Et en tout cas, je t'ai dit la vérité. Si j'avais pas pu répondre, merci à Louis, merci à Issa. Comme d'habitude, la force. Ricky, on te dit merci quand même parce que sans toi, c'est pas pareil. Et si j'avais pas pu répondre à ta petite question piège en allemand, je te jure que Monsieur Ravé m'aurait dit, Monsieur Bassong, basket par cas, allez hop, vous tournez. La famille, merci beaucoup. C'était ballon main corps. La semaine prochaine, Ricky il sera là, vous inquiétez pas. Tout le monde aime Ricky. On est ensemble. Q. One love. Bon, comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille hebdomadaire, elle est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin. Si tu veux nous retrouver, c'est simple comme un contrôle passe. Tu t'abonnes ici, sur les réseaux sociaux, tu nous suis. Et si tu le fais pas, c'est à toi que Monsieur Ravé va dire
Basket, parka, allez hop, tu tournes. À la semaine prochaine. Ballon, main, corps. Ha! Let's go.